the scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Réflexion et réfraction des ondes électromagnétiques. Et la situation qu'on va considérer, c'est la suivante. On a une onde plane monochromatique qui au départ se propage dans un certain milieu, dans un milieu d'indice N1, et elle arrive sur un milieu d'indice N2, et quand elle arrive là-dessus, il va lui arriver des choses. J'entends encore un brouhaha. C'est bon, vous êtes tous installés là? Si vous devez sortir un crayon d'une trousse, vous pouvez le faire sans parler. C'est pas que je m'énerve. Donc, l'onde arrive ici avec un vecteur d'onde que je vais appeler KI. Le I, c'est pour incident. Il va y en avoir deux autres. Une partie de l'onde qui va être réfléchie. Comme ça, K, indice petit r. Et une partie de l'onde qui va être réfractée ou transmise. Je vais plutôt l'appeler transmise pour avoir une initiale qui fasse T plutôt que R, pour qu'on ne confond pas avec ça. Donc ici, le T, c'est pour transmise. Voilà. Donc ça, c'est simplement les vecteurs d'onde. Maintenant, ces ondes électromagnétiques leur est associé par définition un champ électrique et un champ magnétique. Ces champs électriques et magnétiques ne peuvent pas être n'importe comment, pas n'importe quelle structure dans l'espace. Si K se dirige comme ça, E est nécessairement perpendiculaire à K, et B aussi, et K et E sont perpendiculaires entre eux. Je vous rappelle qu'on a la relation oméga B, c'est K vectoriel E dans une onde plane monochromatique. Donc on a plusieurs situations qui sont possibles. E, en particulier, peut être un peu n'importe comment, mais il y a ici deux situations remarquables du point de vue des symétries. Vous avez celle où E serait perpendiculaire au plan du tableau, et celle où E serait contenu dans le plan du tableau. Ces deux situations conduisent à des calculs qui sont légèrement différents. Donc je vais juste vous en présenter un, et vous vous reporterez par exemple aux notes pour l'autre cas. Donc ici, je vais simplement considérer le cas suivant. Je vais considérer que le champ électrique incident, il est perpendiculaire au plan du tableau. Donc, il pointe ici, par exemple, vers nous. Si c'est le cas, le champ magnétique, d'après la relation qui est là-bas, en K vectoriel E, B dans cette direction-là, et je vais leur mettre des indices I ici pour dire que c'est incident. Le champ électrique réfléchi et transmis, alors on pourrait se dire a priori que on ne sait pas a priori dans quelle direction est-ce que se trouve le champ électrique de l'onde réfléchie ici, mais de l'onde transmise. C'est le calcul qui va nous le dire. Je ne vais pas faire le calcul le plus général, parce que là je vais vous perdre, c'est sûr, dans les détails. Donc je vais vous demander d'admettre quelque chose pour l'instant, et je vous dirai après dans le calcul d'où est-ce que ça vient, ce que je suis en train de dire. On peut montrer que si E est perpendiculaire au plan du tableau ici, dans l'onde incidente, E est aussi perpendiculaire au plan du tableau pour l'onde réfléchie et pour l'onde transmise. Donc E est aussi perpendiculairement au plan du tableau ici, et il est aussi perpendiculaire au plan du tableau ici. Et ça c'est le champ E réfléchi, et ça c'est le champ E transmis. On aurait pu imaginer a priori qu'il y a une composante perpendiculaire ici à celle-ci dans l'onde réfléchie, mais on verra que ce n'est pas le cas. Et du coup, le champ magnétique ici, je le mets aussi sur les deux ondes. Voilà les champs qu'on va considérer, les trois champs électriques, les trois champs magnétiques. Une onde incidente, une onde réfléchie et une onde transmise. Vous vous rappelez qu'à la fin du dernier cours, on a vu que le champ électrique satisfaisait certaines conditions de passage quand on passait d'un milieu d'un certain indice à un autre milieu. Vous vous rappelez en particulier que la composante de E qui est parallèle au plan de l'interface est continue, alors que la composante de E qui est perpendiculaire à l'interface, elle n'est pas continue, c'est n carré fois E qui est continue au passage de l'interface. Ici, E il est parallèle au plan d'interface, donc il n'y a pas de composante
perpendiculaire au plan d'interface. Donc cette subtilité ici ne va pas nous embêter. En fait, on va pouvoir considérer que E est continu quand on passe de cette interface, du haut de l'interface ici, en dessous de l'interface. Donc ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. E parallèle, ici, ça sous-entendu E parallèle à l'interface, hein, est continu sur l'interface. Et je vous rappelle aussi que dans les milieux non magnétiques, B est aussi continu sur l'interface. On aura besoin de ça un tout petit peu après, dans la suite du calcul. Qu'est-ce que ça veut dire que E est continu sur l'interface? Ça veut dire que sur l'interface, donc à l'endroit où peuvent coexister trois ondes, au-dessus on a l'onde incidente, l'onde réfléchie, en dessous on a l'onde transmise, et si je me mets vraiment en ce point-là, là, sur l'interface, là on a les trois champs qui peuvent être là en même temps. Que ça soit continu, ça veut dire que le champ qui est en haut est égal à celui qui est juste en dessous. Donc si je me place sur l'interface, ça, là, cette propriété-là, est équivalente à dire la chose suivante. Sur l'interface, on a EI plus ER est égal à ET. Ça, c'est le champ total au-dessus de l'interface, ça, c'est le champ total en dessous de l'interface. Donc attention, la dernière fois, quelqu'un m'avait fait remarquer de manière judicieuse, « Ah ouais, monsieur, vous êtes sûr qu'il n'y a pas un signe là? Parce que moi, j'aurais plutôt écrit EI est égal à ER plus ET, parce que finalement, l'onde incidente ici, elle se sépare en deux, une partie réfléchie, une partie transmise. » Ben non, ça ne marche pas comme ça. Le champ électrique, ce n'est pas une quantité qui est conservée et puis qui se sépare en différentes sous-parties quand ça traverse une interface. Les lois de l'électromagnétisme nous disent que la chose qu'il faut, la chose vraie, c'est celle-ci en fait. C'est la continuité de champ entre le dessus et le dessous de l'interface. Donc ça, je vais maintenant écrire cette égalité en écrivant vraiment les expressions des champs pour les ondes planes monochromatiques. Donc on a vu ça la dernière fois, qu'on peut écrire ça de la manière suivante. Le champ EI, c'est E0, EI0 fois exponentielle de I, le vecteur d'onde KI fois R moins oméga T. La composante réfléchie ici, j'ai envie de mettre quelque chose de similaire. Et la composante transmise, c'est encore quelque chose de similaire qui a cette forme-là. Ça, ce sont trois ondes planes qui ont chacun leur vecteur d'onde ici. Ce qui change entre ces expressions, c'est d'une part le K qui est ici, qui n'a pas la même direction que les trois ondes, et le coefficient qui est devant, c'est-à-dire la constante, là, le vecteur de Vas-y. Comment on sait si c'est E ou si c'est B qui est dans le tableau? Donc ici, j'ai fait un choix, les deux étaient possibles. On a une situation qui est comme ça, on a aussi une autre situation dans laquelle on peut prendre E perpendiculaire, enfin E dans le plan du tableau et B perpendiculaire. Ça mènerait à un autre calcul qu'on peut faire aussi, mais qu'on ne fera pas ici. Est-ce que c'est possible que EI par rapport au champ soit inversé par rapport à ET? Oui, tout à fait. Tu veux dire que le ET qui est ici pointerait vers l'arrière du tableau. Tout à fait. Donc ça, je vais en dire un mot tout de suite. Normalement, ce que je vais dire maintenant, ça va répondre à ta question. La seule chose qu'on puisse dire pour l'instant, donc celle dont je vous ai dit qu'on verra plus tard, on verra effectivement plus tard, mais on peut montrer que ce qui est absolument certain, c'est que ces vecteurs-là ont la même direction. Donc ils pointent ou bien vers l'avant du tableau ou vers l'arrière, mais ils sont dans cette direction-là. C'est-à-dire que les vecteurs qui sont ici sont collinéaires entre eux. Puisqu'ils sont collinéaires, je vais adopter une notation. Le ER qui est ici, je veux dire que ça, c'est R fois EI. Je vais noter ça comme ça. Je veux dire que ER0, c'est R fois EI. 0. On a deux vecteurs collinéaires. Donc je dis juste que le coefficient de proportionnalité, je l'appelle comme ça, c'est R. Et du coup, ça, c'est ce qu'on va appeler le coefficient de réflexion de l'onde. Et je vais peut-être le noter en couleur parce que je vais faire un changement sur ce que j'ai écrit ici. Ça, je vais l'écrire R ici fois EI. Et de la même manière, le ET qui est ici, je vais le noter T fois EI. Et alors, pour répondre à ta question sur le sens, là-dedans, R peut éventuellement être négatif et T aussi. Ce qui veut dire que ces champs-là peuvent être effectivement de sens opposé à celui-là, etc. Donc ça, en fait, le calcul va nous donner le sens de R. On verra que dans certains cas, R est positif, dans d'autres, il est négatif.
Alors, j'ai écrit ça parce que je voulais écrire la condition ici sur l'interface. Donc je vais maintenant, ce que je vais faire là, c'est très mécanique. Je vais remplacer là-dedans EI par ça, ER par ça et ET par ça. Et on va en arriver à peu près à ce que j'avais fait la dernière fois. Alors je ne voudrais pas effacer complètement le dessin pour l'instant. Ben, je vais continuer ça ici. Donc c'est parti. Ça plus ça est égal à ça. E0i exponentielle de i fois KIR exponentielle de moins i oméga t. Ça, on l'avait déjà fait la dernière fois. Je sépare ici l'exponentielle, je la mets comme un produit de deux exponentielles parce qu'on va voir que l'exponentielle de moins i oméga t va se simplifier. Et ça se voit un petit peu plus facilement comme ça. Plus R, E, 0i fois exponentielle de i KRR exponentielle de moins i oméga t. Et ça, c'est égal à t, exponentielle de E t0, exponentielle de i k t scalaire r, exponentielle de moins i oméga t. Du coup, je vais enlever une parenthèse ici qui ne sert vraiment pas à grand chose. Hein. Voilà. Donc là, j'ai simplement reporté ça là-dedans. Et on voit que du coup, il y a pas mal de choses qui se simplifient dans cette expression. Le EI0, le vecteur là, c'est le même. Ah pardon, c'était un EI ici. Je recopie, mais il faut que je recopie bien. Donc lui, il se simplifie ici avec les deux autres. Et de la même façon, les exponentielles de moins i oméga t, j'en ai un là, j'en ai un là, j'en ai un là, ça se simplifie. Et il reste du coup exponentielle de i ki scalaire r plus r exponentielle de i kr scalaire r est égal à t exponentielle de i kt scalaire r. Voilà. Ce que je vais aussi réécrire d'une manière un petit peu plus simple pour la suite, je vais tout diviser par le terme qui est ici. Je divise les deux côtés de l'égalité par ce terme-là. Donc je divise ça par là, ça fait 1. Plus r exponentielle de, je me retrouve ici avec i. Ça divisé par ça, ça veut dire que ça va être l'exponentielle de ça moins ça. Et donc il reste simplement kr moins ki scalaire r est égal à t exponentielle de i kt moins ki scalaire r. Ça, je l'encadre. Ce n'est pas un résultat qui est fondamental en soi, mais ça va être le point de départ de plusieurs choses qu'on va faire maintenant. C'est pour ça que je le mets en valeur comme ça. On va voir qu'à partir de cette égalité, on va pouvoir donner d'abord une relation entre R et T. Donc le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission ne sont pas indépendants les uns des autres. Et on va aussi retrouver les lois de Snell-Descartes de la réfraction. Ça, en fait, ça contient deux choses. Ça nous dit que l'angle réfléchi ici est le même que l'angle incident. Je l'avais noté ça tout à l'heure. Et ça nous donne aussi la loi de Snell-Descartes pour le rayon qui est ici, le rayon transmis. Vas-y. Pourquoi scalaire T, la deuxième exponentielle? Non. Parce que le R qui est ici, alors attention aux notations, le R qui est ici n'a rien à voir avec le R qui est là. Lui, il voulait dire réflexion. Lui, le T veut dire transmis. Le R, ça, c'est le vecteur position. Tout le long, hein, le R qui est ici, c'est la position du point qu'on est en train de regarder. Allez-y, hein, si vous avez d'autres remarques ou questions sur ce qui est au tableau. Et je vous rappelle que ça, c'est vrai sur l'interface. C'est-à-dire que ça n'est valable que pour les points R ici, les points dont la position R est sur l'interface. Ça découlait de l'égalité du champ au-dessus et en dessous de l'interface, donc ça n'est valable que là où ces deux champs peuvent être présents. Donc ça, c'est vrai que sur l'interface. Je vais prendre par exemple l'origine de l'interface ici, O. Un point d'interface particulier, ça peut être petit r égale à 0, par exemple, hein, ce point-là, ça c'est un point d'interface. Si je fais là-dedans r égale à 0, vous voyez que l'exponentielle de 0 ici fait 1, l'exponentielle de 0 ici fait 1, et donc ça nous dit que 1 plus r est égal à t. Donc voilà déjà une première relation très simple sur les coefficients R, le coefficient de réflexion R et le coefficient de transmission T, leur somme
La somme, enfin, t c'est infaisable. Maintenant, pour les autres R, donc là, c'est un petit peu plus subtil. On veut que cette égalité ici, là, soit vérifiée pour tout R sur l'interface. Vous avez ici une exponentielle. Alors, vous n'êtes pas très familier avec les exponentielles, mais vous vous rappelez quand même que les exponentielles, c'est une partie réelle et une partie imaginaire. La partie réelle en cosinus, la partie imaginaire en sinus. Donc ça, essentiellement, quand ça va, l'exponentielle ici, ça varie de manière sinusoïdale, que ce soit sa partie réelle ou sa partie imaginaire. Vous avez ici quelque chose qui dépend de R. Donc quand je fais avancer le point ici, si je me balade sur l'axe ici, j'ai R qui va augmenter. On fait le produit scalaire avec un nombre ici, et du coup la quantité qui est ici, elle va varier de manière sinusoïdale quand R va augmenter. Donc ça varie sinusoïdalement. Ça aussi d'ailleurs. Et vous voyez que la fréquence ici à laquelle ça évolue quand je fais avancer R dépend du terme qui est ici. Si ce terme-là est grand, ça va varier vite. Si ce terme-là est petit, ça va varier doucement. On a ici une somme de deux termes. Ce terme-là qui est un exponentiel, celui-là aussi, qui doivent être égaux pour tout R. Je récapitule, on a lui, quand on fait avancer R, lui qui évolue à une certaine fréquence, lui qui évolue à une autre. C'est pas possible. Ces deux trucs ne peuvent pas être égaux s'ils évoluent à des fréquences différentes. Dit autrement, l'égalité ici n'est possible que si les exponentielles là évoluent ensemble à la même fréquence. C'est-à-dire, ça n'est possible que si le terme qui est ici, en fait, les deux termes qui sont ici, sont nuls. Vous pourrez montrer que si vous avez ici quelque chose qui est autre chose que 0, ça ne marchera pas. Donc on doit avoir nécessairement ici que les deux quantités ici sont égales et sont nulles. Et donc on doit avoir nécessairement que KR moins KI scalaire R est égal à 0 d'une part, et KT moins KI scalaire R est égal à 0. Je les écris bien gros et bien séparés parce que les deux choses ici vont nous donner des calculs en parallèle qui vont donner deux résultats différents. Dire que le produit scalaire de KR moins KI avec R est égal à 0. Je vous rappelle que R, c'est un vecteur qui se déplace sur l'interface qui est ici. Donc si ce vecteur-là a un produit scalaire nul avec R, ça veut dire que lui est perpendiculaire à R. D'accord ? Lui perpendiculaire à R, R étant dans l'interface, ça veut dire que ce vecteur-là est nécessairement perpendiculaire à l'interface. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que K, la composante perpendiculaire à l'interface de KR, moins la composante perpendiculaire à l'interface de I, et ça va faire 0. Vous êtes d'accord ? Non, vous n'êtes pas d'accord. C'est faux ce que je viens d'écrire. D'accord. Donc, effectivement, dans le produit scalaire qui est ici, donc dire que lui est perpendiculaire à l'interface, ça veut dire que sa composante parallèle à la surface est égale à 0. Donc on doit avoir que K parallèle suivant R, la composante parallèle de KR, moins la composante parallèle KI est égale à 0. Ce qui veut dire que, je le réécris autrement tout de suite, ça veut dire que ces deux composantes doivent être égales. Bon, ça, je vais maintenant vous écrire explicitement ce que ça vaut. Je vais introduire des angles sur la figure ici. Ça, je vous propose de l'appeler cet angle-là θi comme incident. Et cet angle-là, je vais l'appeler θr comme réfléchi. Vous voyez tout de suite que la composante parallèle ici de KI, c'est ce qu'on obtient en projetant K sur la verticale, sur l'horizontale ici. Donc ça, c'est simplement donné par KR fois le sinus de θr. Et ça doit être égal à KI sinus de θi. Le K, on a vu déjà ce que ça valait, c'est en fonction de l'indice et de la pulsation. On a vu que K, c'était n oméga sur C. Alors ici, je vais bien mettre N1, parce qu'on est dans le milieu 1. Sinus de θr est égal à N1 oméga sur C. Ici, pour KI, c'est non incidente, on est aussi dans le milieu 1, donc c'est N1 fois sinus de θi. Ces deux machins se simplifient. Sinus de θr doit être égal à sinus de θi. Vous voyez que ces angles ici sont nécessairement compris entre 0 et puis sur 2, donc si leurs sinus sont égaux, les angles sont égaux aussi. Donc on doit forcément avoir que θi est égal à θr.
Ça, c'est la loi relative à la réflexion des ondes électromagnétiques. Vous l'avez déjà vu en optique. Quand un rayon lumineux arrive sur une surface, il se réfléchit avec un angle de réflexion qui est égal à l'angle d'incidence. On vient de le montrer à partir des équations de l'électromagnétisme. Pardon ? Alors celle qu'on appelle loi de Snell-Descartes, c'est plutôt celle qu'on va écrire ici, qui fait intervenir la relation avec les sinus et les indices des deux côtés, entre N1 et N2. C'est le même indice ici, N1 et N1. Dans la loi de Snell-Descartes, on va avoir une relation entre l'angle qui est ici et puis N2 et l'angle qui est là, que je n'ai pas encore écrit. D'ailleurs, l'angle, je vais le mettre tout de suite. Ici, le troisième angle qui est ici, là, je vais l'appeler θT, l'angle transmis. Donc ça, c'est l'angle avec lequel ce rayon-là part. Je fais exactement le même calcul. Hein. De la même façon que tout à l'heure, ça nous dit que les composantes parallèles de ces deux vecteurs sont égaux. Donc KT parallèle est égal à KI parallèle. De la même façon, tout à l'heure, ça c'est KT sinus de θT. Ça c'est égal à KI sinus de θI. Le K c'est égal à... Alors attention, K c'est N oméga sur C. Il faut bien prendre l'indice dans lequel se propage l'onde en question. Donc KT ici c'est l'onde qui est transmise dans le deuxième milieu. Donc l'indice c'est N2 ici. Donc l'indice qu'il faut que je mette ici c'est N2. Sinus θT est égal à N1 oméga sur C sinus θI. Les oméga sur C se simplifient et il reste simplement N2 sinus θT est égal à N1 sinus θI. Voilà, ça c'est la relation de Snell-Descartes relative à la réfraction. Encore une fois, donc ça provient directement des équations de l'électromagnétisme, et en particulier ici de la continuité de la composante parallèle de E quand on traverse l'interface. Entre parenthèses, à chaque fois que vous avez des grandeurs du coup, qui sont continues quand on passe d'un milieu à un autre, le calcul qui est ici, en fait, on pourra le faire de la même façon, même en dehors du cadre de l'électromagnétisme. Et les lois qui sont ici, elles sont assez générales. Hein. Il y a plein de situations dans lesquelles vous avez la loi de Snell-Descartes, finalement, et il ne s'agit pas du tout de lumière ou d'onde. Hein. Juste pour vous donner peut-être un exemple, je vais le faire ici, je n'aurais pas été effacer ça tout de suite. Là, vous êtes dans votre baignoire, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de baignoire. Donc vous êtes dans votre baignoire, c'est la surface de l'eau qui est comme ça. Et vous allez mettre ici, sur le baignoire, quelque chose qui fait une grosse marche comme ça. Vous voyez, donc c'est une baignoire où on peut s'asseoir en fait. Et vous avez l'eau donc à un certain niveau, donc vous avez ici une certaine hauteur d'eau, là une autre hauteur d'eau. On peut montrer que dans certaines conditions, si la hauteur d'eau n'est pas trop importante, la vitesse de propagation à la surface de l'eau dépend de la hauteur en fait. Ça va plus ou moins vite selon que c'est plus ou moins profond. Donc la vitesse n'est pas la même ici et n'a pas la même là que là. C'est-à-dire, on est exactement dans la même situation qu'ici, dans les ondes électromagnétiques, vous avez la vitesse qui est de C sur N, donc on a une sorte d'indice ici de réfraction pour les ondes à la surface de l'eau. Et ben, en écrivant que si vous envoyez une onde plane ici au niveau de la marche, en écrivant que la perturbation au niveau de l'eau est continue, vous arrivez à écrire des équations qui sont exactement égales à celle-là, et vous arrivez en particulier à écrire ça. C'est-à-dire que si vous avez la marche qui est là et vous envoyez des ondes comme ça, une onde plane à la surface de l'eau dans cette direction-là, elle va arriver là et puis elle va être réfractée sur la marche avec un angle qui vérifie ça. Plutôt ici à la place des n, on peut mettre la vitesse des ondes, l'inverse de la vitesse des ondes dans l'eau, ça marche aussi. Ça se fait dans plein de situations, hein, les ondes sonores aussi dans certaines conditions. Enfin, voilà. Donc la loi de Snell-Descartes, elle est plus générale que simplement en optique ou en électromagnétisme. C'est à chaque fois qu'on a une discontinuité dans la manière dont les ondes se propagent entre un milieu et un autre. Alors, ce qu'on a fait ici, c'est que j'ai exprimé la continuité du vecteur champ électrique et on est arrivé à ces équations-là. Donc on est content. On n'a rien appris de nouveau. Hein. On est simplement content parce qu'on a retrouvé des choses qu'on savait déjà. Donc on se parle. Pourquoi est-ce qu'on les savait? Ça, on le savait parce que
voilà, expérimentalement ça marchait bien. D'une certaine manière, on est quand même content parce qu'on a démontré cette loi-là dans le cas de l'électromagnétisme. Bon. Mais voilà, on ne l'aurait pas fait, vous saviez déjà ça des cours d'optique que vous aviez eu. Maintenant, on va apprendre quelque chose là. On va maintenant calculer ce que valent effectivement le coefficient de réflexion R et le coefficient de transmission T en fonction de certains paramètres, en écrivant cette fois non pas la continuité de E, mais celle de B. Donc je vous ai dit que le champ magnétique, lui aussi, était continu à la traversée de l'interface. Ben ça nous donne une information qui est nouvelle et qui va nous permettre de calculer R et T. C'est parti, continuité de B sur l'interface. Ce que je veux dire par continuité, c'est comme tout à l'heure, hein, on a que B incident plus B réfléchi est égal à B transmis sur l'interface. On peut aussi d'ailleurs écrire KI vectoriel EI plus KR vectoriel ER est égal à KT vectoriel ET sur l'interface aussi. Alors ici, le fait que B, le champ magnétique, soit continu, on va décomposer ça suivant deux directions. Je vais d'abord écrire que la composante de B parallèle à l'interface ici est continue, puis que la composante de B perpendiculaire à l'interface est continue. Donc, ce qu'on va faire ensemble maintenant, c'est projeter cette relation-là sur, par exemple, sur l'axe horizontal pour commencer. Je projette ça sur l'axe horizontal. Donc ici, je parle du vecteur BI. Donc ce que je veux, c'est la composante suivant l'axe horizontal. Je veux l'appeler X. Voilà. Je veux la composante suivant X du vecteur qui est ici. Ça va commencer, d'après le dessin, ça par un moins. D'accord? Et le point il va vers là-bas. Moins quoi? La norme de BI, puis après je mettrai l'angle qu'il faut. Mais déjà, la norme de BI, c'est quoi? La norme de BI, c'est la norme de ça. La norme de EI, on l'a appelée EI tout à l'heure. La norme de KI, on a vu tout à l'heure que c'était N1 oméga sur C. Donc voilà, donc tout ça c'est la norme de ce vecteur-là. Le moins, c'est parce qu'il pointe dans ce sens. Et maintenant, je veux mettre un angle qui va bien. Je veux projeter ça ici sur la composante verticale, horizontale. Donc je veux cette distance-là. Quel est l'angle ici qui intervient? Est-ce que c'est un sinus ou un cosinus? En gros, quelle est la fonction trigonométrique qu'il faut que je mette pour avoir la projection, la longueur qui est ici. Alors, cosinus de quoi? Bon, ça va probablement être θi qui va intervenir. Hein. Donc il faut arriver à mettre θi à un endroit qui va bien. θi, il est là. Une manière de le voir, on se doute qu'il va être là ou là. Hein. Bon, une manière de voir, voilà, la manière dont j'arrive à vous dire comme ça, sans aucune hésitation que c'est là, c'est que je prends ce dessin, je prends cette droite-là et puis je la colle le plus possible ici. Je vois qu'ici B il va suivre, ici on va avoir un angle qui va diminuer d'autant que celui-là diminue. Hein. Donc ils vont vraiment ensemble. Donc ça, je le mets là, je suis le mouvement et je m'aperçois que celui-là il diminue en même temps que celui-là. Donc là c'est θi. Sinon vous pouvez jouer aussi avec les angles, voir que ça, tout ça, ça fait pi, voir que l'angle qui est ici, vous le reportez dans des triangles, vous regardez aussi les angles complémentaires ou supplémentaires, enfin il y a des moyens un peu longs et laborieux d'y arriver, mais vous allez arriver à ça. L'angle θi, il est ici. Et donc du coup, c'est quoi la fonction trigonométrique qui donne la projection sur l'axe X? Cosinus de θi. Ensuite, la composante de BR. Elle va avoir un plus. On veut aussi sa composante horizontale. Sa norme, ici, c'est la norme de ça. C'est la norme de K fois la norme de ER. La norme de ER, on a vu tout à l'heure que c'était R fois EI. Donc je vais ici noter R fois EI. La norme de KR, c'est encore N1 oméga sur C. Et puis il y a aussi une fonction trigonométrique qui nous projette ça sur l'axe horizontal. Et comme tout à l'heure, cette fois-ci, c'est le cosinus de
θr qui intervient. Et ça, c'est égal à, suivant ET, rebelote. Hein. De la même façon que tout à l'heure, ici, on a un moins parce qu'il pointe dans l'autre sens. La norme de KT, c'est N2 oméga sur C, cette fois-ci, de N2, parce qu'on est dans le milieu 2. ET, c'est T fois E, I. Et puis, on a ici le cosinus de θ, T. Voilà. Une fois qu'on a compris le premier, hein, les autres, c'est vraiment la même chose. Il faut juste faire attention aux signes et puis au fait que dans K, la norme de K ici fait intervenir l'indice dans lequel on est, donc c'est pas le même pour les deux premiers que pour le troisième vecteur. Donc voilà ce que nous donne la composante horizontale de cette égalité-là. Comme tout à l'heure, il y a pas mal de choses qui simplifient, les EI, les oméga sur C, et donc on a simplement moins N1 cosinus θi plus R N1 cosinus θr qui est égal à moins N2 T cosinus θt. Pourquoi est-ce que c'est intéressant cette relation-là? Ça nous relie R et T. Donc, si j'ai une onde que j'envoie avec un θi donné, avec une incidence donnée, par exemple, je prends θi égale 45 degrés, j'envoie une onde à 45 degrés. Si θi vaut 45 degrés, que vaut le θr qui est ici? J'aurais même pu le faire plus tôt, ça. Hein. C'est le même. Hein. Ici, θr, c'est θi. Hein. C'était une des relations que j'avais écrite tout à l'heure. Donc, je vais le faire directement ici. Je vais l'effacer, lui. Et là, je mets θi. Hein. Ça, c'est toujours le même. Le θt, je peux le calculer avec la relation Snell-Descartes. Connaissant θi, je fais N1 sinus θi1 égale N2 sinus θt. Donc, je trouve θt. Donc, une fois que θi est donné, je connais ça, je connais ça, je connais ça. Si je connais les indices, en fait, les seules choses que je ne connais pas là-dedans, ce sont R et T. Donc ça, c'est une relation entre R et T, pour une fois que je me donne θi. J'ai une autre relation entre R et T. Je vous rappelle que par ailleurs, 1 plus R est égal à T. Ben voilà, à partir de ces deux relations, on a deux équations avec deux inconnus, on devrait pouvoir trouver R et T. Vas-y. C'est pas R1 cos θr. Non, alors je viens justement de le changer en disant que θr, c'est l'angle réfléchi, c'est le même que θi. C'était la loi de la réflexion que j'ai écrite ici tout à l'heure. D'autres questions sur ça? Donc on a ici deux équations avec deux inconnus en R et en T qui sont vraiment particulièrement simples, elles sont linéaires. Donc, je vais par exemple remplacer dans la deuxième T par 1 plus R. Là-dedans je vais remplacer T, je le fais tout de suite, allez. Puisque 1 plus R égale à T, ça me dit que ce terme-là est aussi égal à moins N2 cos θt moins N2R cos θt. Donc je vais pouvoir, donc il n'y a plus de T là-dedans, je vais pouvoir isoler les R. Je mets par exemple tous les R à gauche et les autres trucs à droite. Je dis que R, facteur de N1 cosinus θi plus N2 cos θt est égal à N1 cos θi moins N2 cos θt. Et du coup, ça donne R comme un rapport de N cos θi N1 cos θi moins N2 cos θt sur la somme de ces deux machins. À vous de jouer. R égale à 1 plus T égale à 1 plus R. À partir de ça, calculer 1 plus R. Ça peut prendre 15 secondes, hein, vraiment. Alors effectivement, si on met ça, donc ça c'est 1 plus R, je mets tout au même dénominateur, N1 cos θi plus N2 cos θt. Le 1 ici va donner la même chose. Alors ça va être chaud ici, il faut bien suivre parce que j'ai écrit tout petit du tout. Plus N2 cos θt, ça c'est le 1. Je recopie ce qui est ici pour le R.
plus N1 cos θ I moins N2 cos θ T. Et vous voyez que là-dedans, les N2 cos θ T se simplifient et il reste deux fois le premier terme ici. Et on trouve que T, du coup, c'est 2 N1 cos de θ I sur N1 plus N2, pardon, N1 cos θ I plus N2 cos θ T. Avant de discuter là, les propriétés de ça en fait c'est des expressions qui sont intéressantes. Par contre, je vais dire pourquoi tout de suite. Ça c'est des choses qui nous disent des trucs physiques sur ce qui se passe quand on envoie de la lumière sur un diode. Avant de faire ça, je vais effacer ce qui est ici, mais juste si vous vous rappelez, on avait l'air d'avoir un truc encore en suspens là. Je vous avais dit on a cette équation là, on projette sur l'axe horizontal, ça nous dit un truc intéressant, ben, on va trouver ça. Il resterait à projeter aussi ça sur l'axe vertical et voir ce que nous disent les composantes verticales cette fois-ci de B. Quand on le fait, ça, de la même manière, on retrouve que 1 plus R est égal à T. Donc ça ne nous dit rien de plus qu'on ne savait déjà. Donc je ne vais pas le faire ici. Hein, quand vous le ferez, vous vérifierez qu'effectivement, ça redonne ici cette expression-là. Donc on n'apprend rien de plus avec la projection verticale de B. Sauf que, je vous ai dit, pour commencer le calcul, qu'on allait admettre que E a une composante uniquement dans la direction perpendiculaire au plan du tableau ici. Précisément, je dis que si l'onde incidente était comme ça, c'était le cas aussi de l'onde réfléchie et de l'onde transmise. Si vous voulez faire le cas vraiment très général et prendre une onde incidente de ce type-là, mais pour l'onde réfléchie et l'onde transmise, mettre des composantes aussi qui ne soient pas dans le plan du tableau, vous allez vous apercevoir que l'équation qui est ici, sa projection sur l'axe vertical, va vous imposer en fait que les nouvelles composantes que vous avez ajoutées soient nulles. Donc en fait, la continuité du champ magnétique vous impose que ER et ET soient bien dans la direction que j'ai mis ici au tableau. Si je l'avais fait vraiment complètement, généralement à partir d'ici, vous seriez mort là, parce qu'il y aurait vraiment des composantes partout, il aurait fallu prendre une autre notation pour ces vecteurs-là, vous êtes déjà peut-être un petit peu mort, mais vous seriez encore plus mort si c'était bon. Donc voilà, donc ça c'est bon, on a projeté ça sur l'axe horizontal, ça nous a pris un truc, et sur l'axe vertical, dans la configuration que j'ai mise au tableau, ça ne nous a pas rien. Et on est arrivé à ça. Et ça c'est quelque chose que vous ne saviez pas, que vous n'aviez probablement jamais vu, et quand les gens au 19e siècle ont trouvé ça, ils étaient contents. Parce qu'en optique, donc vous avez appris, bah tiens, on envoie de la lumière sur un dioptre, genre un dioptre entre de l'air et du verre, pof, la lumière est réfractée, sa direction change, très bien. Ça, on sait ça depuis très longtemps. Par contre, ce qui est extrêmement difficile à calculer a priori, c'est quelle est la fraction d'énergie qui passe dans le milieu et quelle est la fraction qui est réfléchie. Est-ce que ça se réfléchit mieux si j'envoie un truc à angle droit ou sur le côté ou en incidence rasante? Ça, on peut expérimentalement chercher, mais trouver des lois qui nous donnent ça, c'est pas évident. Ben voilà. C'est ce que fait le calcul qui est ici. Là, le R vous donne le champ électrique de l'onde réfléchie et le T vous donne le champ électrique de l'onde transmise. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'intensité de l'onde elle est reliée au carré des champs. Hein, si vous vous rappelez que ça fait intervenir le vecteur de Poynting, là, le E vectoriel B, donc on peut montrer comme ça que la transmission en énergie elle est donnée par le carré de ces nombres-là. Donc R carré et T carré nous disent quelles sont quelle est la fraction d'énergie qui est réfléchie dans le faisceau et quelle est la fraction d'énergie qui est transmise dans le milieu. Là, vous voyez ici que ça dépend des indices, ça dépend de N1 et de N2. On peut montrer, donc on verra tout à l'heure dans le cas de l'incidence de l'incidence perpendiculaire ce qu'il en est, mais plus N1 et N2 sont différents, plus l'onde est réfléchie en fait. Donc, si vous avez un milieu, par exemple de l'air d'indice 1 et puis un milieu de gros indices, genre un verre lourd d'indice 1,6, vous aurez un gros coefficient de réflexion. Et donc du coup un coefficient de transmission qui sera plus petit. Vous aurez plus de lumière qui est réfléchie et moins de lumière qui est transmise. Vous voyez aussi que ça dépend de l'angle. Hein. Donc on peut tracer ici en fonction de θi la valeur du coefficient de réflexion et celle du coefficient de transmission. Donc je ne vais pas le faire ici parce que je n'aurai pas le temps en fait, de le faire. Mais ça, vous l'avez dans les notes et probablement dans la vidéo, je vous mettrai là, à ce moment-là, là maintenant quand je suis en train de parler, je vous mettrai les courbes qui représentent R et T en fonction de l'angle d'incidence θi. Vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Alors, conséquence. Alors, non, avant la conséquence.
Ça, c'était le calcul dans le cas où le champ électrique est perpendiculaire au plan du tableau. Je vous ai dit, ben, on peut aussi faire le calcul dans un autre cas où E est dans le plan du tableau. Je ne vais pas le faire, simplement je vais vous donner le résultat qu'on trouve. Donc si E est dans le plan d'incidence, du coup, c'est de ça qu'il s'agit. Un calcul similaire donne R est égal à. Donc les deux composantes réfléchies et transmises n'ont pas les mêmes proportions dans le cas où E est dans le plan d'incidence que dans le cas où E est perpendiculaire au plan d'incidence. Donc si vous avez une onde qui est polarisée de cette manière-là, elle ne se réfléchit pas tout à fait de la même manière qu'une onde qui serait polarisée dans le plan du tableau comme ça. Autrement dit, si vous envoyez une onde qui est polarisée avec toutes les polarisations possibles, avec la même quantité de champ électrique comme ça que de champ électrique comme ça, quand ça va se réfléchir, une composante sera plus réfléchie que l'autre. Du coup, l'onde réfléchie sera partiellement polarisée et celle qui est transmise sera partiellement polarisée aussi. Ça, c'est ce que je vous ai dit un petit peu l'autre fois quand je vous ai parlé de l'utilisation des polariseurs en photo. Je crois que c'est à vous que j'ai parlé de ça, enfin peu importe, je vous le redis. Quand du soleil éclaire une surface d'eau, en fait, le soleil, c'est une lumière qui n'est pas tellement polarisée. La lumière réfléchie par la surface d'eau, elle est très polarisée. C'est-à-dire qu'il y a essentiellement une des composantes qui est réfléchie. Ça, on peut le voir avec les formules qui sont ici. Et du coup, si en photo, vous voulez éliminer les reflets, vous prenez un polariseur linéaire et vous l'orientez comme il faut pour arrêter la polarisation qui correspond à celle qui a été réfléchie. C'est assez spectaculaire pour ceux qui ont déjà regardé un lac à travers un polariseur. Vous êtes en montagne, vous avez souvent un lac, vous voyez juste la surface. Puis, vous prenez le polariseur, paf, vous ne voyez plus la surface, vous voyez le fond du lac et vous voyez les montagnes et tout le reste autour. Donc tout ce qui est reflet, du coup, est éteint. Ça marche vraiment très bien. Ces deux expressions-là, quand on est dans le cas d'une incidence normale, c'est-à-dire on a l'onde qui arrive comme ça avec θi égale à 0, quand l'onde elle est normale comme ça, la distinction entre perpendiculaire ou parallèle au plan d'incidence, elle n'a plus tellement lieu d'être puisqu'il n'y a pas de plan d'incidence. Si une onde arrive comme ça, tout plan qui contient l'onde est plan d'incidence. Donc le champ électrique il est à la fois parallèle et perpendiculaire à un plan d'incidence qu'on peut choisir. Et donc ça veut dire que ces deux expressions devraient donner la même chose. C'est le cas effectivement, si là-dedans je fais θi égale à 0, ça me dit que θt est aussi égal à 0. Si je fais les angles nuls là-dedans, ça veut dire que les cosinus sont égaux à 1. Et dans les deux cas, on trouve du coup en incidence normale, on a que R est égal à N1 moins N2 sur N1 plus N2. Voilà, et pour T, on aurait aussi quelque chose, mais ça m'intéresse moins ici, je veux juste le coefficient de réflexion. Donc dans les deux cas, les deux expressions qui sont ici donnent ça. Calculez cette grandeur pour une interface entre du verre et de l'air. C'est quoi l'indice de l'air? En gros 1. Et pour du verre 1,33 c'est l'eau. Pour le verre c'est plus que ça. C'est plus alors après ça dépend du verre, mais en gros 1,5. Calculez cette grandeur-là pour une interface R verre. J'ai pas entendu. En incidence normale, ça veut dire que l'onde elle arrive comme ça avec θ égale à 0. On a le dioptre qui est comme ça et on arrive vraiment perpendiculairement à la surface. N1 moins N2, ça fait combien? Moins 0,5. N1 plus N2, 2,5. 0,5 sur 2,5. 1 cinquième. 0,2. R égale 0, moins 0,2. C'est ce que vous trouvez? Okay. Donc ça c'est le coefficient de réflexion qui donne le champ électrique de l'onde réfléchie. L'énergie, elle se réfléchit avec un facteur R carré, puisque la quantité d'énergie, l'intensité lumineuse, elle est en E carré. Donc le R carré ici vaut 0,04, ça vaut 4%. Ça, c'est super important dès que vous faites de l'optique. Le nombre qui est là est super important en optique. En optique, on a beaucoup insisté sur le fait que une lentille, ça permet de former des images, on essaie d'avoir du stigmatisme et tout ça, mais on oublie quand même un truc, c'est qu'on veut aussi, pour avoir des belles images, que les images soient bien lumineuses, et on veut pour ça que la lumière, elle passe à travers la lentille. Là, ce que vous dit l'expression qui est ici, c'est que dès que vous avez une interface entre de l'air et du verre,
Vous voulez l'utiliser dans les conditions de Gauss, je vous rappelle, donc vous êtes proche de l'incidence normale, donc vous êtes avec un R qui est à peu près ça. Dès que vous avez une interface entre de l'air et du R, paf, vous avez 4% de la lumière qui est perdue. Vous avez en général avec une lentille 2 interfaces. Donc vous avez 4% qui est perdu à la deuxième lentille. En général, un système optique, c'est pas une lentille, parce qu'une lentille, il y a en général pas mal d'aberrations. On essaye de combiner des lentilles pour minimiser les aberrations géométriques ou chromatiques. Et à chaque fois qu'on met une lentille, on perd 2 fois 4% de la lumière. Donc ça vous dit qu'un appareil, si vous voulez faire un appareil photo avec un bon objectif, dans lequel il y a une dizaine de lentilles, si vous ne faites rien de spécial, vous allez perdre énormément de lumière à cause de ce phénomène. Vas-y. Comment on peut augmenter la puissance du radiol de la carré? Très bien. Donc effectivement, les gens se sont demandé comment est-ce qu'on fait pour du coup, diminuer ça. On n'a pas le choix, on a de l'air dehors, on ne va pas se mettre dans de l'eau, hein, et on a du verre dans les lentilles. Alors on peut prendre des lentilles d'indice plus petit que celui du verre, pour commencer. Donc ça existe, hein. Vous avez notamment vous avez pas mal de lunettes qui sont faites avec de la fluorite, qui est un verre un peu plus léger, et donc pour lequel l'indice est plus petit, mais ça n'a pas changé drastiquement la donne. Et sinon, il y a un effet, il y a un traitement qu'on peut faire sur les surfaces, qui est un truc qui est super malin, donc je vous en parle parce que moi je trouve ça intéressant. Ça sort du cadre de ce qu'on est en train de faire là. Ça rentre par contre dans le cadre de ce que vous faites avec le Gwenaël, probablement. Vous n'avez peut-être pas, vous, l'optique, hein. Pas tous en fait. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Alors, juste en 2 mots, la lumière est une onde, hein, on vient de le voir, c'est une onde électromagnétique. Une onde, c'est une propriété assez particulière, c'est que si vous envoyez une onde plane avec une certaine... vous envoyez une onde plane sur un objet, et vous arrivez à envoyer une autre onde plane qui a la même direction, mais qui est déphasée de pi par rapport à la première, qui est inversée. Je suis en train de dire, c'est si vous avez une onde qui est comme ça, et si vous arrivez à lui superposer une onde qui est comme ça. Ça fait quoi? Ça fait 0. Onde plus onde déphasée égale 0. Une onde plus une onde, on appelle ça en opposition de phase, ça s'annule. 2 ondes que vous mettez ensemble peuvent s'annuler. Ça paraît idiot, hein? Du point de vue de la lumière, ça veut dire que vous envoyez de la lumière et une lumière décalée comme il faut, ça va donner de l'obscurité. Les ondes lumineuses peuvent s'annuler les unes les autres. Ça s'appelle les interférences, ce phénomène. Ça, c'est connu depuis longtemps, hein, depuis le début du 19e siècle. Voilà. C'est vrai dans plein de domaines, hein, en acoustique. La base, ça a des casques anti-bruit. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé des casques anti-bruit. Voilà, j'en ai un là, pour ceux qui voudront essayer. Si je l'ai pris, j'en ai un là. Donc, vous avez vos écouteurs, vous avez des petites cellules qui enregistrent le son qui vient de dehors, qui les déphasent de cette manière-là, c'est-à-dire qu'ils prennent l'opposé et qui vous envoient dans les oreilles l'opposé de l'onde qui est dehors. Du coup, dans vos oreilles, vous avez les écouteurs qui vous envoient l'opposé de ce qui est dehors, plus le son qui est dehors qui passe à travers le casque, ça s'annule et vous avez du silence. Ça peut être un silence excellent, hein, ça peut vraiment être bluffant. Hein. En général, en plus, vous mettez de la musique. Voilà. Vous ne mettez pas de l'anti-musique, parce que vous mettez que la musique. Donc vous entendez le silence de dehors et la musique. Ça marche super bien. Bon, bref. En optique, c'est pareil. Et donc, si on arrive à additionner une onde et l'onde déphasée, eh ben, on obtient de l'obscurité. Et ça, c'est ce qui est fait dans ce qu'on appelle les couches anti-reflets. Une couche anti-reflet, c'est, vous avez ici le milieu d'indice N1, l'air, le milieu d'indice N2, le vert qui va faire la lentille, et vous mettez ici un milieu d'indice N3, et vous vous arrangez pour que, quand vous avez une onde qui arrive ici, cette onde peut être en partie transmise, en partie réfléchie. Celle-ci est en phase avec celle-là, mais vous arrangez pour que celle-ci soit en opposition de phase avec celle-là. Voilà, vous arrangez pour que ça soit en opposition de phase avec celle-là. Du coup, celle-là donne de l'obscurité avec celle-là, et vous n'avez rien qui sort. Les ondes réfléchies s'annulent les unes les autres. Et ça, vous utilisez pour ça le phénomène d'interférence. Et ça, on peut montrer. Alors, c'est assez marrant, le calcul, il montre que ça marche si on a M3 qui est égal à N3 carré qui est égal à N1, N2. Pour que ça soit le plus efficace possible, il faut qu'on ait ça. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà rencontré, ce genre de truc. Pas en optique, mais vous l'avez rencontré en électricité, je pense. Vas-y. D'accord, donc je termine juste ça. Ça, c'est vrai, en fait, dès que vous avez une onde qui est susceptible de se réfléchir sur un endroit, en fait, quand vous avez une discontinuité dans un milieu et que vous avez une onde qui peut arriver sur la discontinuité, une partie va se réfléchir et il y a toujours moyen d'intercaler un milieu qui va diminuer la réflexion. En optique, c'est ce que je viens de dire ici. En électricité, ça s'appellerait l'adaptation d'impédance.
Quand vous avez un circuit qui a une certaine impédance d'entrée, vous le mettez sur un autre qui a une impédance de sortie différente, vous mettez entre les deux un truc qui fait de l'adaptation d'impédance, et ce que vous avez trouvé comme condition, c'est qu'il faut que la résistance du truc que vous mettez au milieu, son R carré, ça soit le produit des résistances d'entrée et de sortie. Ça, c'est vraiment un truc super général. Vas-y. C'était pour les casques anti-bruit, comment on arrive à neutraliser cette forme de simplement une bruit sourd? Donc, par exemple, à la chasse, ne pas entendre le bruit du fusil et n'entendre tout le reste. alors ça, il suffit de... C'est pas forcément évident, mais le son qui arrive, on met dessus un filtre, en fait, on prend que les composantes de basse fréquence, finalement, et c'est celle-ci qu'on inverse et on envoie dans le casque. Donc en faisant un traitement en fait, de l'onde qui est perçu par le casque, on peut comme ça éliminer ou bien que les basses, ou bien que les aigus, ou bien un intermédiaire. En fait, les casques anti-bruit que vous achetez dans le commerce, il faut quand même que ça soit un petit peu confortable, et du coup, on n'élimine pas complètement le bruit d'extérieur, et en particulier, on laisse passer un tout petit peu la voix humaine. Donc il y a une zone de fréquence dans laquelle ça passe, parce qu'on s'est aperçu que si on enlève tout, en fait, ça désoriente vraiment complètement, et c'est assez désagréable à porter. Alors que là, on a quand même un petit chuchotement des sons auxquels on est quand même habitué, ça enlève bien les basses, ça enlève bien les aigus. Ce qui est impressionnant, c'est si vous prenez l'avion, par exemple. Un casque anti-bruit dans un avion, mais c'est le bonheur, quoi. Vous n'entendez pas du tout les réacteurs. C'est vraiment... Il n'y a pas d'action chez les vendeurs de casques anti-bruit, mais le jour où j'ai essayé ça, ma vie, elle a changé. J'ai hésité à en mettre des fois ici en cours, mais ça aurait été mal pris. Bon. Alors il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur ça, mais je vais quand même me réserver un petit peu de temps pour ce qui va suivre. Donc le message là, de ce paragraphe sur réfraction des ondes électromagnétiques, c'est que les équations de Maxwell nous permettent de démontrer les relations de Snell-Descartes et nous permettent de donner des informations nouvelles sur la quantité d'ondes en quelque sorte qui est transmise et la quantité d'ondes qui est réfléchie à une interface. Ah, si je veux quand même vous dire autre chose. Dernière chose, mais je vais le faire que de façon qualitative. Si vous regardez le coefficient de réflexion qui est ici, là, si on trace en fonction de θi, le coefficient de réflexion qui correspond à ce cas-là, on s'aperçoit que si N1 est plus petit que N2, donc vous avez ici ce terme-là qui peut être plus petit que celui-là, vous avez R qui est négatif, et vous vous retrouvez avec un coefficient de réflexion qui fait ça, qui part ici de la valeur, on a vu tout à l'heure c'était N1 moins N2 sur N1 plus N2, donc c'était le moins 0,2 de tout à l'heure, hein. Et on s'aperçoit que ça monte, et on s'aperçoit surtout que ça devient égal à 0 pour un certain angle. Donc il y a un angle pour lequel l'onde n'est pas du tout réfléchie. Ça semble bizarre ça, hein, c'est le cas pourtant. Donc ça, attention, c'est pour si E est dans le plan d'incidence. Donc c'est-à-dire, c'est pas la situation qui est ici, mais si on avait E qui est perpendiculaire à la direction qui est indiquée, c'est-à-dire que E serait remplacé par B sur ce schéma. L'angle qui est ici, là, ça s'appelle l'angle de Brewster. Parce que c'est lui qui a découvert ça. Et ça fait un moyen de produire des ondes polarisées. Je vous ai parlé l'autre fois de grille de barbecue, là, en gros, en faisant une grille de barbecue, on arrive à polariser une onde électromagnétique. Ben, il y a un autre moyen de faire ça, c'est en envoyant une onde sur une surface réfléchissante de ce type-là, sur un diélectrique, et en l'envoyant juste à l'angle de Brewster. Ça, ce que ça va faire, si vous envoyez une onde qui n'est pas polarisée sur une surface, vous avez le coefficient de réflexion d'une des deux composantes qui va être nulle, donc cette composante-là n'est pas du tout réfléchie. La seule composante qui est réfléchie, du coup, est polarisée de cette manière-là. En envoyant une onde à l'angle de Brewster, on arrive à faire comme ça une onde polarisée. C'est comme ça qu'au début, le phénomène de polarisation a été étudié. En fait, Brewster, il s'est aperçu qu'en regardant dehors à travers sa fenêtre sous un certain angle, il voyait qu'il y avait des choses qui disparaissaient, en fait, qu'il ne voyait plus. Comme quoi, en regardant par sa fenêtre, on arrive quand même à faire des choses intéressantes. Il faut être concentré quand même. Dernier paragraphe. 5 milieux conducteurs. Je vous ai déjà parlé un petit peu autrefois des milieux conducteurs. Je vous ai dit les milieux dans lesquels les électrons pouvaient se déplacer librement. Et je voudrais revenir un tout petit peu plus en détail sur la propagation dans les milieux conducteurs.
Si on imagine un conducteur avec des électrons dedans, donc je vous ai dit l'autre fois que les électrons étaient assez libres de se déplacer, on a l'idée suivante, vous avez peut-être l'idée suivante, du milieu qui serait constitué d'un cristal dans lequel il y a des atomes positifs, toc toc, qui forment un truc assez régulier, et puis des électrons qui sont autour, certains électrons restent autour de leur atome positif, et puis les autres peuvent se balader entre les atomes du cristal, d'accord? Ça c'est l'idée qu'on a un petit peu. Et du coup, on vous a probablement dit aussi que quand on essaie de mettre en mouvement un électron dans un conducteur, alors certes il se met en mouvement, mais il a un peu du mal à avancer. Il va taper sur les atomes, et donc on essaye de l'accélérer dans une direction. Pas il tape dans un atome, ça le ralentit. Il va taper dans le suivant, ça le ralentit, etc. Et donc en fait, il est empêché un petit peu dans son mouvement, l'électron, à cause de son interaction avec les atomes. Et ça conduit à une vitesse limite. En fait, si vous mettez un champ électrique dans un conducteur, l'électron ne va pas être accéléré d'un bout à l'autre comme ça, comme dans le vide, mais il va finir par obtenir une vitesse limite. Et l'interaction d'électrons avec les atomes du cristal, on peut prendre ça en compte comme une sorte de frottement, un frottement fluide. Et on peut modéliser l'interaction de l'électron avec son milieu comme un frottement fluide du type F est égal à moins alpha fois V, où V c'est la vitesse de l'électron et alpha ce sera un coefficient qui dépend des propriétés du milieu. Donc j'ai employé le conditionnel là, depuis tout à l'heure dans mes phrases, parce que quand vous commencez vraiment à étudier les milieux conducteurs, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et la difficulté principale, à laquelle malheureusement on ne peut rien pour vous, et là vous ne pouvez rien y faire vous maintenant, c'est qu'il faut absolument étudier la mécanique quantique pour comprendre la manière dont les électrons se propagent là-dedans. Les conducteurs, c'est un des rares systèmes dans lesquels la mécanique quantique a un effet macroscopique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre la conduction dans les conducteurs si on ne comprend pas la mécanique quantique. Je ne peux pas comprendre. On peut assimiler par exemple effectivement l'interaction des électrons avec un frottement fluide, mais quant à savoir d'où ça vient et calculer l'alpha qui est là, vous n'y arriverez pas si vous ne faites pas de mécanique quantique. Donc voilà, c'est juste pour vous dire qu'on aborde ici quelque chose qui peut être extrêmement compliqué. Cependant, on s'aperçoit que, donc les gens qui font des expériences ou les gens qui font de la mécanique quantique pour nous, arrivent à la fin à nous dire que quand on met un champ électrique dans un milieu conducteur, la densité de courant qu'on obtient est proportionnelle au champ électrique. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de cette forme-là, J est égal à sigma E, où le coefficient qui est ici, ça s'appelle la conductivité électrique. En gros, plus vous avez un champ électrique qui est fort, plus les électrons se déplacent vite dans le milieu et plus la conductivité J est importante. Le courant volumique ici, je vais y arriver, la densité de courant, J c'est la densité de courant, la densité de courant est importante. Alors, je vous rappelle un peu la relation entre peut-être la densité de courant et le courant. Ce que représente J qui est ici, c'est si on a ici une surface S avec un ds qui est comme ça, et qu'on a J qui traverse cette surface-là comme ça, on n'a que D de Q, la charge qui traverse ça, c'est J ds. C'est un D3 qui est ici. Je dis autrement, le D2I, le courant élémentaire, c'est J scalaire ds. Donc, si je calcule, imaginez que je veuille calculer le courant qui traverse. Ici, j'ai un conducteur qui a une surface S ici, une longueur L, et je voudrais calculer l'intensité qui traverse ce conducteur en utilisant la relation qui est ici. Ça me dit que j'intègre ça sur la surface S qui est ici. Si la densité de courant, si le champ électrique est constant à l'intérieur, est uniforme, bah, du coup, d'après l'expression qui est là, J est uniforme ici. Si J est uniforme, j'intègre J qui est constant sur une surface, ça donne simplement J fois S. Et donc on a I qui est égal à J fois S. Je viens de vous dire là-bas que J c'est sigma E, donc ça s'écrit sigma E fois S. Est-ce que vous vous souvenez que E c'est moins le gradient de V? D'accord?
Donc si j'intègre E, je fais E scalaire dl entre le bout qui est ici et le bout qui est là. Entre A et B. Ça fait l'intégrale de moins gradient de V entre A et B fois dl. On a une propriété fondamentale du gradient, c'est que l'intégrale de gradient de quelque chose fois dl, ça c'est simplement VA moins V2. Et si le champ électrique là-dedans il est uniforme, ça fait E fois L. Donc ça vous dit que la différence de potentiel ici c'est E fois L. Ça c'est ce que vous notez U en électrocinétique. C'est la différence de potentiel. Donc là-dedans E il vaut U sur L. Donc ça vous dit que c'est sigma U S sur L. Autrement dit U égale RI avec R est égal à L sur sigma S. Donc voilà, ça vous donne la résistance d'un barreau cylindrique, ici, en fonction de sa longueur, de sa section et puis de la conductivité électrique du matériau qu'il constitue. Vous voyez que plus L est grand, plus la résistance est grande, oui. Plus S est grand, plus la résistance est petite. Donc si on augmente la section ici d'une résistance, et bien ça résiste moins. Et c'est inversement proportionnel à sigma. Donc, sigma, c'est la manière dont ça conduit l'électricité. Donc si ça conduit mal l'électricité, sigma est petit, et donc la fréquence est grande. Voilà. Ça c'est juste pour vous faire le lien entre le sigma qui est ici et une quantité que vous connaissez le plus, et la résistance électrique qui est là. Alors, je vais l'effacer, ça. Alors, je laisse peut-être 2 minutes pour l'éviter. Ce qui m'intéresse ici, c'est pas tout à fait ça. Non. Quand on a établi l'équation des ondes à partir des équations de Maxwell, on a écrit, je vous rappelle, les équations de Maxwell sous la forme suivante, divergence de E égale rho sur epsilon, et je vais considérer ici qu'il s'agit d'un milieu, donc le epsilon 0 devient epsilon. On avait que divergence de B est égale à 0, on avait que rotationnel de E c'est moins dérobé sur dérobé, ça c'est l'induction, et on a rotationnel de B qui est égal à mu 0j plus epsilon mu 0 déron E sur déron T. Et vous vous rappelez ce qu'on avait fait pour établir l'équation des ondes. On avait considéré juste ces deux équations-là. On avait pris mu 0j égale à 0. Et j'avais pris le rotationnel de la première, le dérivé temporel de la deuxième. J'avais combiné pour enlever les B. Enfin, il y avait un truc un peu compliqué, mais voilà, on avait combiné ces équations-là. Et on avait du coup une relation entre ça et ça. Mais l'esprit, il est vraiment simple. Alors, regardez, ce qui se passe, c'est vraiment simple. Pour éliminer B, je prends ici le rotationnel et là, la déron sur déron T. Comme ça, on a les deux mêmes objets, je vais pouvoir les dire qu'ils sont égaux. Prendre le rotationnel de ça, vous vous rappelez que rot de rot, ça donne le Laplacien. Et ici, prendre la divergence par rapport au temps de ça, ici, ça va donner une dérivée seconde par rapport au temps. Dans le vide, on avait ça qui était nul, donc ça disait que le Laplacien de E est égal à la dérivée seconde de E par rapport au temps. Voilà, c'est ça qu'on avait. Ici, on a maintenant, je vais prendre en compte le J qui est ici, en prenant l'expression qui est là. On n'est plus dans le vide, on est dans un milieu dans lequel on a sigma E ici. Donc je vais remplacer là-dedans le mu 0J par mu 0 sigma fois E, et je vais, dans ma tête, refaire toutes les manips qu'on avait faites pour l'équation des ondes, en accéléré. Voilà, c'est fait. Je vous donne le résultat. On trouve Laplacien de E est égal à epsilon 0, epsilon mu 0, d2E sur déron T2, et on doit avoir un plus I mu 0 sigma E. J'ai rien dit ici sur le calcul monochromatique de l'onde. Donc on trouve ça en fait. Mu 0 sigma, oui. Donc ce que ça rajoute, c'est le terme qui est ici. Ça c'est un sigma. Ce qui n'est pas très étonnant, vous vous rappelez que pour obtenir ça, on prend la dérivée de ça par rapport au temps. Ben voilà, ça dérive ça par rapport au temps, et ce terme-là, on le fait bien ici. Comme on l'a fait précédemment, je m'intéressais à des solutions monochromatiques de cette équation. Et je vais chercher des solutions sous la forme E est égal à E0, l'exponentielle de I K R moins
moins I oméga t. Et pour faire un petit peu plus simple que ça, pour ne pas se trimballer des produits scalaires ici partout, je vais prendre une onde plane qui se dirige suivant les x croissants. C'est-à-dire qu'ici, le k scalaire R vaut simplement k fois x. Donc, je vais prendre ça. Et donc, le vecteur E, c'est tout simplement E0 exponentielle de ikx moins I oméga t. Ça, je vais maintenant le mettre dans l'équation qui est ici. Vous vous rappelez que en notation complexe, comme ça, l'action des différents opérateurs est vraiment simple, puisque prendre le Laplacien, ça revient à multiplier par moins k au carré. Prendre la dérivée par rapport au temps, ça revient à multiplier par moins I oméga. On voit ici, hein. Une petite dérivée par rapport au temps, ça fait sortir moins I oméga ici fois tout la même chose. Donc, à partir d'ici, très directement, on peut écrire ce que ça donne, ça, pour l'équation qui est là-bas. Le Laplacien ici, donc j'ai dit que ça donnait moins K2 fois E, est égal à epsilon mu0 fois la dérivée seconde de ça par rapport au temps, ben ça donne I oméga fois l'oméga, ça fait moins oméga 2. Et ici, ça donne moins I oméga mu0 sigma. Et là, c'est fois E. Et là, c'est fois E. Les E se simplifient. Et il reste simplement K2 est égal à epsilon mu0 plus I oméga mu0. Et il doit y avoir un sigma aussi. Donc est-ce que ça va? Comment vous avez passé du Laplacien à moins k carré 2, j'aurais rajouté un oméga carré? Oui. Enfin, le Laplacien, c'est... Dans le Laplacien, il est là, ça fait un moins K2. D'accord. Il n'y a pas de dérivée par rapport au temps? Non, non, Laplacien, c'est juste le dérivé spatial. D'accord. Ok, donc du coup, ça va, ça? Bon. Donc, ici, j'avais écrit E sous cette forme-là. Donc, je cherche une équation de ce type-là. Donc, pour voir si c'est solution, bah, je remplace ça dans l'expression qui était là-bas. Pouf, je tombe là-dessus. K doit vérifier ça. C'est un truc un peu bizarre. On trouve que K carré, il y a une partie réelle et une partie imaginaire ici. D'accord? Pour l'instant, prenons E au pied de la lettre. Si c'est le cas, si K carré est une composante imaginaire, ça veut dire que K aussi. Donc si j'arrive à prendre la racine carrée du nombre qui est là, vous savez prendre la racine carrée du nombre imaginaire? Non, on verra. Ok, on peut, ça se fait. Donc trouver le nombre dont le carré vaut ça, ça se fait. Mais on va trouver quelque chose qui a aussi une partie réelle et une partie imaginaire. Donc K va s'écrire de cette manière-là. Du coup, le K qui est ici, je le mets dans la forme que j'ai choisie pour E. Et je vois que le K' est ici. Mais le K seconde, lui ici, il a un I en facteur. Et I fois le moins I qui est ici, le I fois le I qui est là, ça donne un moins 1 là. Donc on se retrouve avec un terme moins K seconde fois X, donc qui n'est plus un terme oscillant, c'est plus un terme en exponentielle complexe. Donc ce terme-là, je le mets en facteur. Et ça donne simplement un terme qui décroît exponentiellement suivant X. Donc ça, c'est une atténuation de l'onde dans la direction de propagation. Et ça, c'est la forme générique qu'on a déjà vue pour une onde. C'est quelque chose, ça, simplement, qui oscille. Donc ce que nous dit l'équation qui est ici, c'est que le champ va se déplacer effectivement dans la direction des x croissants, ça c'est ce qu'on a considéré depuis le début, mais que ça va s'atténuer ici. Et mieux, on peut savoir sur quelle échelle ça va se passer. C'est sur l'inverse de la distance qui est ici, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'épaisseur de peau, 1 sur K seconde. Donc quand on aura K seconde, on aura aussi du coup l'épaisseur sur laquelle l'onde peut pénétrer dans le milieu. Donc pour ça, c'est juste une question un petit peu technique. Il faut arriver à trouver la racine carrée du nombre qui est là. Trouver K tel que K au carré donne ça. Ce qu'on peut faire, c'est écrire K sous cette forme-là, calculer le carré de ça, et puis identifier. Identifier K'. Donc, je ne veux pas le faire parce que ça va donner un calcul un peu long. On va prendre un cas un petit peu plus simple. Mais, donc, en prenant ça au carré, vous aurez... Je dis que je ne le fais pas, mais je vais quand même le commencer. Ça fait K' 2 plus... moins K seconde 2 plus 2i K' seconde. Voilà. Et on cherche K' et K seconde tel que ça vale ça. Et puis tel que ça vale ça. Voilà. Deux équations, deux inconnues, ça se fait. Si vous voulez les résultats, ça je peux vous le donner.
c'est le K seconde en fait qui m'intéresse. On trouve K seconde qui est égal à... Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai pas envie qu'on le fasse ensemble. C'est racine de 2, racine de 1 plus sigma sur epsilon 0 oméga au carré plus 1. Non mais c'est pas si monstrueux, et c'est moins 1. Vous auriez corrigé de vous-même bien sûr. Voilà, on trouve ça. Bon. Dans pas mal de conducteurs, on est dans une situation un petit peu plus favorable dans laquelle ce terme-là, en fait, est bien plus grand que celui-là. Dans pas mal de situations, lui, on va pouvoir le négliger devant lui. Et quand c'est le cas, donc si, effectivement, donc si ce terme-là est beaucoup plus grand que le premier, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc là, les mu0 s'en vont, en fait. Hein. Donc ça veut dire ça que sigma est très supérieur à epsilon oméga. Bon, quand on est dans cette configuration-là, le terme ici domine, on a k carré qui est un nombre purement imaginaire, et ça c'est facile de calculer la racine carrée de i. En fait, racine de i, ça se calcule une bonne fois pour toutes, donc vous l'avez déjà fait ou pas. Mais donc quand on est dans la situation que je viens de dire, on a k2 qui est égal à i oméga mu0 sigma. Est-ce que vous savez, donc on veut la racine carrée de ça. Est-ce que vous savez le nombre tel que, je vais prendre C, un nombre complexe, C carré est égal à I. Vous savez ça? Moins 1? Non. Moins 1 au carré, ça fait 1. Vas-y. Exponentielle de moins pi, exponentielle de Pi pour 1. Exponentielle de moins i. Alors, les exponentielles, c'est vraiment le moyen super malin de faire ça, effectivement, il faut le faire bien. Ça, là, i, c'est exponentielle de moins i, de plus i pi sur 2. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez en tête le cercle, triple cercle, hein, enfin, le plan complexe. Si c'est le plan complexe ici, i, c'est là. Ça, c'est quelque chose qui a un module 1 et qui a un argument pi sur 2. Ça, c'est exponentielle de pi sur 2. Prendre la racine carrée de ça, c'est facile. La racine carrée de ça, il suffit de diviser l'argument par 2. Oui, parce que ça au carré, quand je prends un nombre au carré comme ça, le carré ici revient à multiplier ce qu'il y a là-dedans par 2. Ah oui. Ok, donc ça c'est effectivement la racine carrée de i. Ben, ça, exponentielle de i pi sur 4, c'est un nombre qui est comme ça. Hein, son argument vaut pi sur 4 et son module vaut 1. Du coup, si on le veut en partie réelle et partie imaginaire, la partie réelle c'est le cosinus de pi sur 4. C'est quoi le cosinus de pi sur 4? 1 sur racine de 2, ouais. Et la partie imaginaire c'est sinus de pi sur 4, donc c'est aussi 1 sur racine de 2, donc on trouve 1 plus i. Vous prenez ce nombre-là, vous le mettez au carré, vous trouvez i. Bon. Donc voilà, le nombre ici, tel que le carré s'écrit comme ça, c'est k est égal à 1 plus i sur racine de 2 fois racine de oméga mu0 sigma. C'est-à-dire que la partie réelle qu'on cherchait tout à l'heure, le k seconde, s'écrit ici comme oméga mu0 sigma sur 2 avec une racine carrée. C'est-à-dire que ce que j'ai appelé l'inverse de ça tout à l'heure, l'épaisseur de peau, c'est simplement 2 sur oméga mu0 sigma. Donc on obtient ici effectivement L en fonction de la pulsation de l'onde, de mu0 et de la conductivité sigma. Et on voit que, est-ce que ça marche, est-ce que les ondes passent d'autant mieux qu'elles sont à basse ou à haute fréquence? On s'arrêtera là-dessus, une fois que vous avez répondu à ça. Donc, elle passe à basse, effectivement, à basse fréquence, ce terme-là est petit. Non, à basse fréquence, pardon, lui est petit, donc l'inverse est grand, donc la longueur de pénétration est grande, donc ça rentre facilement. Donc, effectivement, cet effet-là, ça fait que ça devient difficile à haute fréquence de faire passer des ondes dans un milieu. Donc ça veut dire que bah, dans un conducteur donné, il y a différentes manières de prendre les choses. Hein. Si vous avez un conducteur donné et que vous voulez faire passer un milieu de temps, par exemple, un conducteur donné, ça peut être de l'eau de mer. Un problème très important en pratique,
c'est vous êtes dans un sous-marin, vous voulez communiquer avec un autre sous-marin en envoyant des ondes électromagnétiques, vous envoyez des ondes électromagnétiques dans un conducteur, cet effet-là va jouer, jusqu'à quelle fréquence est-ce que vous pouvez vous permettre d'envoyer des ondes électromagnétiques? Si elles sont de fréquence trop élevée, elles vont être absorbées à cause du phénomène qui est là. Donc ça ne va pas marcher. Donc vous pouvez comme ça trouver une fréquence de coupure qui vous dit que voilà, au-dessus de cette fréquence-là, ce n'est pas la peine d'essayer de communiquer sous l'eau avec des ondes électromagnétiques. L'autre chose qu'on peut se poser comme question, c'est à oméga donné, quel peut être le sigma ici pour un milieu donné, par exemple du cuivre. Voilà, vous avez un fil de cuivre, vous voulez faire passer un courant dedans. Le calcul qui est ici vous dit, si on veut faire passer du courant du secteur, là, du 50 Hz, oméga il est fixé, 50 Hz, vous calculez l'oméga avec le facteur de pi, vous avez l'oméga qui va bien. Sigma, c'est le sigma du cuivre. Ça vous donne une longueur de pénétration, ça vous donne quelque chose de l'ordre de centimètres. Et ça vous dit que l'onde électromagnétique ne peut pas pénétrer de plus de 1 ou quelques centimètres dans un fil de cuivre. Autrement dit, si c'est pour mettre du courant qui vient du secteur, ça ne sert à rien de mettre un fil de 4 mètres d'épaisseur, enfin un truc de section énorme. Tout à l'heure, on a vu que la résistance d'un fil était d'autant plus petite que la section était grande, donc on peut se dire, voilà, pour vraiment que ça passe pas, pour que le courant passe bien, pour avoir une faible résistance, je vais prendre des fils, mais qui sont épais comme ça pour faire passer le courant du secteur. Et bien ça ne marchera pas parce que le courant va juste passer sur la superficie de ça, sur une taille de quelques millimètres. On s'arrête là pour aujourd'hui et pour ce cours.